Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, si vous pouvez juste répondre impeccable. Super, merci. Comme vous le savez certainement, cette semaine, c'est la semaine de la qualité de vie au travail. Vous avez peut-être vu des communications passer, notamment de l'ANACT. On voulait aujourd'hui faire ce petit webinaire pour vous remettre un petit peu, reborder un petit peu ce concept qui est parfois un petit peu flou. Un café virtuel pour vous parler de la définition des enjeux pour l'organisation et la mise en œuvre d'une démarche qualité de vie au travail. Alors, c'est bon. Un plan assez simple. Je vais vous parler en quelques mots de l'histoire du concept. On va revenir sur la définition de l'ANI, les enjeux et je vais vous expliquer un petit peu plus longuement, je vais vous présenter quelques outils pour vous aider à la mise en œuvre d'une démarche QVT dans vos entreprises. Alors, rapidement, au niveau histoire, dans les années 50, on a les travaux du Tavistock Institute de Londres qui visent à mettre en évidence les limites du taylorisme et surtout leurs effets sur le désengagement des salariés. Alors, cet institut a développé un concept qu'on appelle le concept de l'optimisation jointe, qui va supposer que l'efficacité au travail est intimement liée à la qualité des relations au travail. Et ce lien dépend d'abord de l'organisation du travail et des méthodes de production. Donc, on est vraiment dans les prémices de la qualité de vie au travail. On va parler des qualités de relations au travail, de l'organisation, etc. Mais on ne parle pas encore de qualité de vie au travail. Ensuite, dans les années 60-70, les travaux qu'on connaît un petit peu plus, de Maslow, avec la pyramide des besoins pour la motivation, McGregor, voilà, qui vont travailler, comme j'ai dit, sur les besoins, les facteurs de motivation des salariés. Et ensuite, les travaux qu'on connaît aussi sur la partie risques psychosociaux de Karasek et Lawler, sur les phénomènes de stress, puis de burn-out et leurs causes organisationnelles. Voilà, donc on n'est pas encore en train de parler de qualité de vie au travail, mais on se rapproche vraiment des concepts de la QVT. Et donc c'est en 1972 qu'a eu lieu la première conférence internationale sur la qualité de vie au travail qui s'est déroulée à New York et qu'on a créé le Conseil international de la QVT. Donc c'est un concept qui était d'abord plutôt développé du côté des États-Unis. Donc on voit un côté anglo-saxon, à Londres, les États-Unis, les travaux de Maslow, etc. C'était plutôt des travaux anglo-saxons. Donc en 73, est sortie une première proposition de définition de la QVT par ce fameux Conseil international de la QVT, donc qui va agréger quatre aspects. Ils vont parler d'intégrité physique, d'intégrité psychique, de développement du dialogue social et d'équilibre vie au travail, vie hors travail. Et cette même année va être signé le premier accord collectif d'entreprise sur le sujet, et c'était aussi aux États-Unis. Et c'est qu'en 2013 que le concept a vraiment fait son essor au niveau de la France, avec la signature de ce qu'on appelle l'ANI, l'accord national interprofessionnel, j'ai oublié le inter dans la présentation, vous l'aurez noté. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à entendre parler de ce concept de qualité de vie au travail dans la littérature francophone. Je vous ai mis à chaque fois toutes les références en dessous. Vous aurez le diaporama par la suite et vous pourrez retrouver les textes si ça vous intéresse de vous replonger dans la bibliographie. Alors, qu'est-ce que nous dit cette ANI de juin 2013 ? Donc, pour l'ANI, alors on va se baser sur cette définition-là, vous l'avez compris. À chaque fois, j'essaie de resserrer un petit peu les taux pour vous expliquer une partie de la problématique, et c'est celle-ci que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Donc, pour l'ANI, les conditions donc, dans lesquelles les salariés exercent leur travail
et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu du travail et sur le contenu des conditions de travail, détermine la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Donc, l'ANI ne va pas définir en soi la qualité de vie au travail, mais ce qu'on va appeler une perception de la qualité de vie au travail. Donc, on reste encore un petit peu flou dans cette conception, on est plutôt sur une modélisation de ce qu'est la perception de la qualité de vie au travail, puisque c'est une notion qui est quand même qui reste relativement subjective. Et donc, selon ce modèle, la perception de la QVT est déterminée par 3 choses. Les conditions d'emploi et de travail. On va retrouver dans cette catégorie-là l'environnement de travail physique, les locaux, l'ambiance atmosphérique, etc. L'environnement de travail technique, le matériel qu'on met à disposition des salariés. L'environnement de travail organisationnel, l'organisation de l'espace de travail, etc. Les conditions d'emploi, donc les conditions de formation, de gestion de carrière, d'égalité professionnelle dans l'entreprise. On va retrouver aussi dans cette catégorie-là les conditions de vie extra-professionnelles en relation avec le travail. Alors, ça va être les temps de transport, la gestion des problématiques de santé des salariés, etc. Ensuite, dans la catégorie capacité à s'exprimer et à agir sur le travail, on va retrouver tout ce qui est notion de management participatif, donc les groupes de résolution de problèmes, les débats, les possibilités de débat sur le travail en entreprise. On va retrouver aussi tout ce qui est partenariat social, est-ce qu'il existe des concertations, du dialogue social dans l'entreprise. On va retrouver aussi le soutien managérial, est-ce que les objectifs sont clairs, est-ce qu'il y a une certaine reconnaissance du travail dans l'entreprise. Et on va retrouver le soutien des collectifs. Est-ce qu'il y a des solidarités métiers? Est-ce qu'il y a du travail en équipe? Est-ce qu'il y a des échanges sur les pratiques qui sont organisés par l'entreprise? Et enfin, donc, le contenu du travail. Donc, dans cette catégorie-là, on va retrouver la notion d'autonomie dans son travail. Donc, est-ce qu'on peut agir sur des éléments de la tâche, comme son rythme de travail, ses procédures? Est-ce qu'on peut choisir ses outils pour réaliser le travail? On va retrouver la valeur du travail ou le sens du travail. Donc, la valeur du travail telle qu'elle est perçue par le client, le bénéficiaire, l'usager, qui va renvoyer au salarié son sentiment d'utilité. La notion de travail apprenant, c'est la possibilité de mobiliser ses compétences dans son exercice professionnel, donc d'avoir un travail intéressant. Et la notion de travail complet, c'est-à-dire la possibilité de réaliser une tâche de A à Z ou alors un process de A à Z si le process est trop étendu pour que le salarié puisse faire l'ensemble du process de A à Z pour justement pouvoir évaluer les effets de son activité au regard des résultats attendus. Voilà la définition de la perception de la QVT. Alors, les enjeux de la QVT. Généralement, quand les entreprises rentrent dans des démarches de QVT, d'amélioration de la QVT, elles vont poursuivre 3 grands enjeux. Les enjeux du travail, donc elles vont chercher à développer l'autonomie, l'intérêt, le sens accordé au travail, le sentiment d'utilité pour améliorer la santé au travail et aussi pour améliorer la qualité de l'engagement des salariés. Elles peuvent aussi poursuivre des enjeux sociétaux. Elles vont chercher à renforcer le sentiment d'équité, la loyauté à l'entreprise pour faciliter bien sûr le recrutement, garder les talents, éviter les fuites de talents et favoriser le maintien dans l'emploi. Et des enjeux liés au marché du travail, elles vont chercher à optimiser leurs organisations, à développer et attirer les talents pour mieux se positionner sur les marchés parfois très concurrentiels. Donc, elles vont chercher à toujours innover du point de vue organisationnel pour mieux se démarquer de la concurrence. Voilà les 3 enjeux identifiés. À chaque fois, je vous dis, tout est repris dans les sources qui sont citées en dessous. Alors, comment on peut mettre en œuvre une démarche QVT et comment l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui est l'organisme de référence en matière de QVT, comment l'ANACT nous dit qu'il faut lancer
la démarche de QVT. Donc, il faut lancer une démarche en 4 étapes. D'abord, concevoir, bien bâtir les bases. Donc, identifier les enjeux visés. On a vu les trois typologies d'enjeux. Là, il faudra s'y coller et puis plancher sur pourquoi on veut se lancer dans la démarche QVT. Bien définir la méthode de conduite de projet, parce que c'est une réelle méthodologie de conduite de projet qu'on va engager. Ensuite, on passe par une phase de diagnostic. Donc, voilà, identifier les problématiques prioritaires. On ne va pas commencer des chantiers sur tout. Il faut d'abord diagnostiquer, comme dans toute démarche. Une phase un petit peu inédite et qui est propre à la QVT, c'est l'expérimentation. La démarche QVT, elle est réellement basée sur l'expérimentation. Et donc là, l'idée, c'est de mener des actions pour trouver des solutions pragmatiques et pertinentes pour agir sur les 3 sources de QVT qu'on a vues. Et bien sûr, pérenniser la démarche, évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre. Mais ça, voilà, c'est le rebouclage que vous connaissez dans les démarches d'amélioration continue. Alors, est-ce que ça avance? Petit problème technique. Ah, voilà. Alors, je vais aller trop vite. Donc, je vais vous détailler les différentes phases. La première phase, concevoir. Alors du coup, donc tout est vraiment guidé. Vous retrouverez vraiment la méthodologie pour vous guider dans toutes les étapes. Et il y a des fiches pratiques un petit peu partout, des outils, c'est assez bien détaillé. Donc du coup, comment on s'y prend pour mettre en œuvre une démarche de QVT? On va d'abord créer un comité QVT paritaire qui va être idéalement composé de membres de la direction et de représentants du personnel paritaire. Et donc, ce comité QVT va plancher sur l'identification des enjeux. Donc voilà, après avoir échangé ensemble sur les fondements de la démarche QVT, on est bien d'accord sur ce que QVT veut dire. On va identifier ensemble les enjeux travail sociétaux du marché dans le contexte précis d'entreprise, puisque là, on vient de dire, voilà, il y a des enjeux, c'est ci, ça, mais peut-être l'entreprise, elle va plus être sur éviter la fuite des talents, ou alors plus sur favoriser les embauches ou innover. Donc, il y aura voilà, en fonction des enjeux de l'entreprise, il y aura peut-être pas les mêmes enjeux de manière pragmatique. Ensuite, le comité va plancher sur la conception du système d'action. Donc, il va identifier les acteurs de la démarche QVT, qui va aller un petit peu au-delà justement de ce comité QVT, puisque c'est une démarche participative. On va y intégrer les salariés, les managers, tout un tas de personnes de l'entreprise. Donc, il faudra bien définir qui participera à cette démarche, leur rôle et leurs responsabilités. On va ensuite marquer l'engagement justement de la direction et des représentants du personnel dans cette démarche QVT en rédigeant un accord de méthode ou à minima un plan d'action. Alors, le comité QVT va rédiger de manière paritaire un accord de méthode ou un plan d'action, comme je vous le dis. L'accord de méthode, c'est voilà, la version un petit peu plus officielle. Il y a une communication à la directe, etc., qui est préconisée. Mais on peut juste se contenter d'un plan d'action si la partie accord de méthode est trop ambitieuse à votre idée. Donc, à partir des éléments préalablement travaillés, tout ce qui est identification des enjeux, on le verra. Et ensuite, bien sûr, on diffuse l'accord de méthode au plan d'action. Donc, on va sensibiliser l'ensemble des salariés au fondement de la QVT. On va présenter l'accord de méthode pour pas qu'ils découvrent les choses comme ça. Il faut bien les sensibiliser sur cette démarche. Alors, pour ça, on ne voit pas très bien, mais je vais vous le détailler par la suite. Pour ça, dans ce que je vous ai mis ici, les 10 questions sur la qualité de vie au travail, la référence qui est identifiée en bas, vous allez retrouver 2 fiches annexes qui vont pouvoir vous aider dans cette phase de conception de méthode. La première fiche annexe, l'annexe 1, qui va vous aider pour l'analyse des enjeux, et la deuxième qui va vous aider pour définir l'accord de méthode. Alors, la première fiche outil qui est là pour vous aider à analyser les enjeux, son objectif, c'est bien sûr de cadrer la démarche et de valider collectivement son intérêt.
Alors, ce qu'elle propose, c'est de réunir la direction, le management, les représentants du personnel et les préventeurs, hein, toujours un comité paritaire. On va créer 3 sous-groupes mixés, hein, un membre de la direction, un membre du management, un membre des représentants du personnel et des équipes support. Et on va affecter à chaque sous-groupe un enjeu du travail sociétal du marché. On va faire définir les enjeux pour l'entreprise en quelques mots à chaque sous-groupe. On fait identifier pour chaque sous-groupe les risques et opportunités sur les 3 plans, efficacité, efficience, santé, métier. Et ensuite, ces 3 sous-groupes vont présenter collégialement les données sur lesquelles ils ont planché. Tout le monde va discuter et valider collectivement les enjeux sur ces différents plans. Et l'annexe 3, la fiche outil pour définir l'accord de méthode. Donc, c'est très important de poser les choses, d'engager justement, de montrer cet engagement. Et pour ça, l'ANACT vous propose une sorte de trame pour rédiger cet accord de méthode, cet accord de plan d'action, si vous n'allez pas jusqu'à l'accord de méthode. L'objectif, c'est de valider de façon paritaire le cadre de la démarche. Et donc, dans la trame, il nous propose d'y retrouver un préambule, d'écrire l'entreprise et les enjeux préalablement identifiés. Le champ d'application, donc les unités de travail concernées par la démarche. Est-ce que c'est toute l'entreprise? Est-ce que c'est un secteur? Est-ce que c'est une seule unité? On va reprendre bien sûr la définition de la perception de l'activité de l'ANI de juin 2013. On va reprendre l'objet de l'accord, définition du cadre méthodologique et des engagements. On va expliquer qu'on a créé un comité QVT, on va décrire sa composition. On va détailler un petit peu ce qu'on prévoit dans la phase de diagnostic. Donc, on va décrire là où les méthodes qui vont être utilisées, les personnes en charge du diagnostic, qu'on appelle globalement groupe de travail. Et on va détailler ce qu'on prévoit pour la phase d'expérimentation, donc la méthodologie d'expérimentation qui sera déployée. On va décrire un petit peu voilà, tout ce cadrage sur lequel on s'est engagé dans le comité paritaire. On va définir la durée de l'accord, donc la durée de validité. Généralement, on nous préconise 2 ans ou un petit peu plus. Et on détaille le calendrier prévisionnel, donc on définit les jalons, on fera le diagnostic de temps à temps, l'expérimentation de temps à temps, et puis on se réunira en comité pour échanger, etc. Alors, sur la phase diagnostic, plusieurs méthodes s'offrent à vous pour réaliser cette phase de diagnostic. Donc, ça peut être par... j'ai simplifié un petit peu, vous allez voir dans 10 questions sur la qualité de vie au travail, c'est un petit peu plus détaillé, mais je vous ai repris tout ce qui est à base d'analyse documentaire. Donc, ça peut être des rapports de C2SCT, des accords collectifs, des actions de prévention, des bonnes pratiques. Tout ce qui existe déjà dans l'entreprise. Alors, c'est rapide et peu coûteux. Les données sont disponibles, on ne doit pas créer de nouvelles données. Mais la partie négative de cette méthode-là, c'est que parfois, on a des difficultés à faire ressortir des pistes d'action. On fait une belle analyse documentaire, etc. Puis on se dit, bon, ben, voilà, je ne sais pas trop où je vais avec ça. On a des difficultés à évaluer aussi les effets, parce que les productions n'ont pas été créées dans cette visée-là. C'est parfois un petit peu superficiel. Et puis, c'est limité aux pratiques conventionnelles et RH, puisque du coup, on se base sur la documentation déjà existante, on n'évalue pas forcément l'ensemble des dimensions, etc. C'est une méthode, mais qui peut être utilisée en amont pour défricher, mais qui je pense, ne doit pas être utilisée à elle seule. Ensuite, on peut réaliser un diagnostic en interne, donc à base de questionnaires, d'enquêtes, etc. Et donc, la partie positive, c'est qu'elle va permettre de prendre en compte la vision de l'ensemble des salariés, à la différence de l'analyse documentaire. Donc là, on va questionner l'ensemble des salariés ou alors une partie représentative en fonction de la méthodologie que vous allez utiliser. Mais le fait de le faire en interne, c'est parfois un peu difficile parce qu'on est jugé partie, donc on peut avoir une interprétation erronée des résultats par des biais, parfois par la méthode utilisée. Voilà, on peut avoir des a priori sur certains secteurs, etc., qui vont nous amener à émettre des hypothèses qui n'auraient pas forcément été émises par
par quelqu'un d'externe. Et parfois, en fonction de la formation qu'on peut avoir et des connaissances qu'on a sur le domaine de la QVT, on peut éventuellement avoir des difficultés à faire ressortir des pistes d'action. On peut avoir fait une analyse statistique super par questionnaire, fait des enquêtes avec voilà, des super méthodes, etc. Mais on sèche un petit peu parce que pas forcément formé justement à ces méthodes-là et on se dit, bon, bah, voilà, on en reste au diagnostic, il n'y a pas forcément de piste pour l'expérimentation qui en ressortent. Et la partie, donc une autre méthodologie, c'est des diagnostics externes. Donc l'ANACT propose ce qu'ils appellent la démarche GPS. On peut éventuellement faire appel à des experts C2SCT pour réaliser ce type d'analyse. Alors, le point positif, c'est qu'il y a une certaine objectivité de l'analyse, hein, moins de biais liés à la connaissance des parties prenantes. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le voisin de l'autre secteur qu'on va fausser les données, par exemple, et des pistes d'action bien identifiées, hein, du coup, puisque c'est des gens formés qui vont vous proposer ce genre de diagnostic. Par contre, la partie négative hein, qu'on connaît généralement quand on fait appel à des externes, c'est qu'après, il est un peu difficile de s'approprier les résultats une fois que l'expert est reparti. Et puis, on a fait un super truc, on a lancé une première boucle qui est top, des expérimentations, etc. Et puis après, une fois que l'expert est parti, soit on le fait revenir, soit on a du mal à se réapproprier la méthodologie. Donc, voilà les différentes typologies de méthodes. Alors, oui, je voulais vous faire un point aussi sur qu'est-ce que doit contenir un diagnostic QVT. Idéalement, selon l'ANACT, alors là, je vous ai pris l'exemple de ce qu'on appelle la Marguerite, qui a été créée par l'ARACT Pays de la Loire. Je crois que c'était PACA au départ, mais qui a été reprise par Pays de la Loire. Donc, le diagnostic QVT doit idéalement interroger 6 dimensions. La dimension relation au travail et climat social, hein, l'organisation des réunions d'interne, la qualité des temps et des lieux de pause, le rôle des instances représentatives. Elle doit interroger aussi, ce diagnostic QVT doit interroger le contenu du travail, donc l'autonomie pour agir sur son travail, les moyens pour réaliser le travail, la clarté des consignes, la répartition de la charge de travail. Il doit aussi interroger les questions de santé au travail. Est-ce qu'il existe des entretiens de retour après une longue absence pour maladie, la diffusion est-ce que le document unique a été correctement diffusé, est-ce que l'environnement des postes de travail et les conditions de sécurité sont correctes au regard des salariés, doit interroger les compétences et les parcours professionnels. Est-ce qu'il existe des process d'entretien individuel, le parcours d'intégration, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est jugé correct, l'employabilité, l'accès aux dispositifs de formation. On doit interroger aussi l'égalité professionnelle pour tous. Est-ce qu'on réussit à articuler correctement vie pro, vie perso? Est-ce qu'il y a une certaine équité dans le traitement des salariés? Est-ce qu'il y a une certaine égalité professionnelle entre les hommes et les femmes? On doit interroger également le management participatif et l'engagement. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités de discuter de son travail dans l'organisation? Est-ce que l'organisation des absences des salariés est favorable? Est-ce que les salariés peuvent participer au projet de changement? Est-ce qu'il existe ce qu'on appelle le droit à l'erreur? Donc, toutes ces questions-là doivent être idéalement interrogées pour faire un diagnostic QVT qui soit le plus exhaustif possible. Alors, au niveau très pratico-pratique, il existe des outils. Hein, à chaque fois, je vous reprends, comme je vous le dis depuis le début, hein, je vous reprends les références. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver les PDF qui vous expliqueront le détail de ces outils. Alors, un outil qui a été créé par une des ARACT, je crois pas PACA, c'est ce qu'on appelle le questionnaire QVT+. Donc, à l'époque, moi, quand j'avais commencé à initier les démarches QVT, on pouvait accéder à ce questionnaire qui est un questionnaire papier, donc du coup, là maintenant, ils l'ont digitalisé, ils l'ont mis sous Sphinx. C'est un questionnaire en ligne qui permet de sonder justement ces 6 dimensions de la QVT de manière individuelle et autonome et
est plus ou moins validé par l'ARACT, enfin par l'ANACT du coup. Donc, il permet de collecter rapidement et de manière précise le point de vue de l'ensemble des salariés pour réaliser une analyse statistique cohérente. Il y a une certaine autonomie dans la passation du questionnaire. On ne mobilise pas d'animateur pour passer ce questionnaire. Mais la difficulté actuellement, c'est que, alors là, en fouillant un petit peu les données, c'est qu'on se rend compte que ça nécessite de faire appel à un consultant dans le cadre du FACT. C'est des fonds qui vous permettent de lancer des démarches QVT avec l'ANACT. Et je n'ai pas le sentiment qu'on puisse y accéder gratuitement actuellement. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, quand j'ai fait les recherches, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Et alors, bon, ça, c'est la difficulté de tout questionnaire, pas seulement de QVT+, mais de tout questionnaire qu'on pourra lancer sur la démarche de QVT ou sur d'autres démarches. C'est que finalement, une fois qu'on a lancé ce questionnaire, qu'on a recueilli les réponses, on a peu d'éléments de contexte. Donc, du coup, les pistes d'action qu'on va pouvoir proposer, elles sont très larges. Alors, ensuite, on a un outil qui s'appelle les essentiels de la QVT. Alors, cet outil, ça se présente comme un jeu de cartes qui va permettre de sonder les 6 dimensions de la QVT, les 6 pétales de la marguerite qu'on retrouve justement dans ce jeu, de manière collective et alors quasiment autonome. Si vous avez en paquet de cartes, vous répartissez les effectifs par petits groupes de 5-6 personnes et puis vous leur demandez de plancher. Donc, il y a 4 plots. Vous voyez les petits plots de couleurs qui sont présentés là, 4 plots. Et puis, à chaque fois, de manière collégiale, dans cette petite équipe, on va décider si cette dimension-là de la QVT qui est évoquée dans la carte, si ça existe dans l'entreprise et c'est satisfaisant, ça existe mais ça a amélioré, ça n'existe pas et on le voudrait, ou alors ça n'existe pas et puis ma foi, ça ne pose pas de problème, donc on s'en fiche et c'est pas une dimension qu'on veut développer. Donc voilà, on réunit tous ces éléments-là et ensuite l'idée c'est de les faire plancher par exemple sur un paperboard pour expliquer de manière très factuelle voilà pourquoi j'ai dit ci, j'ai dit ça et les faire plancher aussi sur quelques pistes d'action. Donc c'est une méthode de diagnostic qui est pas mal, qu'on a déjà utilisée. Donc c'est ludique, ça favorise la coopération, c'est plutôt sympa. Il y a une relative autonomie dans la réalisation du diagnostic. Il y a un animateur qui passe de groupe en groupe pour expliciter si besoin. C'est rapide et facile à mettre en œuvre. On échantillonne, mais en une demi-journée ou une journée, ça peut être fait. Et ça nous permet de faire un diagnostic contextualisé des pistes d'action plutôt pragmatiques. Si on part sur le principe on explique à chaque fois sur un paperboard et puis on fait verbaliser les gens. Alors, la partie négative, entre guillemets, c'est un outil qui est payant. Vous pouvez le commander sur le site de l'ANACT, mais ça reste quand même relativement raisonnable en termes de tarifs. Ça coûte 30 €. Alors, il y a certaines dimensions qui sont parfois un peu difficiles à saisir pour les participants. Vous verrez sur les cartes, il y a parfois des éléments où c'est un petit peu compliqué à faire comprendre. Il y a quelques détails en dessous, mais il faut bien plancher sur la question en amont pour permettre de leur expliquer. Et puis, ça nécessite une animation par un animateur qui est à minima sensibilisé à l'activité, justement pour les aider à comprendre ces cartes un petit peu difficiles à comprendre. Alors ensuite, un autre outil, la boussole QVT. Alors ça, c'est un petit peu moins ludique, mais c'est très pragmatique. Ça se présente comme sous forme d'une trame d'animation, une trame de sorte d'entretien collectif qui permet de sonder les 6 dimensions de la QVT de manière individuelle, puisqu'on va demander à chaque participant, donc on va réunir les gens par groupe de 10-12, on va leur transmettre les trames justement comme celle qui est présentée en visuel. On va leur demander de plancher sur la question, de se positionner, est-ce que c'est très satisfaisant, peu satisfaisant, pas satisfaisant, d'écrire un petit peu pourquoi ils pensent que
pas satisfaisant, peu satisfaisant. Et donc, d'abord une réflexion individuelle, puis une mise en collectif de ces éléments-là pour avoir ensuite un débat et un diagnostic collectif. Donc, ça combine un petit peu la notion de prise en compte du point de vue individuel qu'on a dans les questionnaires, de mise en collectif qu'on avait dans le jeu précédemment cité. Voilà, c'est un outil qui est pas mal, qui est complet, en plus qui est gratuit, qui est clair. Vous le retrouverez en cliquant sur le lien qui est présenté. Ça permet d'avoir un diagnostic contextualisé et des pistes d'action pragmatiques, hein, puisque dans cet échange, on peut aller jusque, voilà, vous m'évoquez ces problématiques-là, mais est-ce que vous avez des idées de pistes d'action? Et comme ça, on peut aller déjà dans des idées d'expérimentation. Alors, ça nécessite une animation par un animateur compétent dans le domaine de la QVT, alors souvent externe, hein, mis à part si on a des personnes en interne qui sont formées aux questions de qualité de vie au travail. Et c'est un déploiement long et un peu fastidieux si l'entreprise souhaite sonder l'ensemble du personnel, hein, environ 6 heures. Enfin, ce qui est préconisé dans l'outil, c'est environ 6 heures par groupe de 10-12, donc ça dépend de la taille de votre entreprise. Hein. Ça peut être un petit peu plus fastidieux que le jeu qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et une méthode aussi qui est présentée par l'ANACT et qui est reprise par l'HAS. La méthode du reportage photo, qui est aussi appelée Safari Photo. Donc, voilà, c'est plutôt sympa, ludique. Alors, le concept, c'est alors, c'est toujours aussi organisé. Il y a un lancement, on ne demande pas comme ça aux gens de prendre des photos, mais voilà, on va réunir des gens, on va leur demander de prendre individuellement en photo ce qui contribue pour eux à la QVT. Alors oui, 2 photos de ce qui contribue à la QVT et 2 photos de ce qui pour eux détériore la QVT dans des situations de travail individuelles. Alors pourquoi 2 photos parce que ça permet de réfléchir, enfin, voilà, de faire réfléchir, de faire déjà un premier niveau de diagnostic. Alors là, c'est des photos qui peuvent conceptualiser des éléments. Hein. Là, on voit sur la photo d'exemple si voilà, situation bloquante, la partie un peu paperasse, ça peut être les horaires, ils vont prendre en photo comment l'horloge, ça peut être les réunions, ils vont reconstituer une réunion et du coup et prendre en photo ça. Donc, comme je vous le dis, c'est simple, ludique, peu coûteux. Ça permet d'avoir un diagnostic contextualisé, des pistes d'action très pragmatiques, puisque là, dans la méthode, on a des fiches. Hein, c'est pas juste prendre une photo, c'est prendre une photo et expliquer. On leur demande de décrire la situation de travail qu'ils veulent montrer. Voilà, voulez-vous montrer que voulez-vous montrer de favorable ou défavorable, quels sont les effets de ces situations, quelles sont pour vous les causes principales, la situation améliorée, les facteurs déterminants. Donc, ça permet d'avoir un premier niveau de diagnostic. Par contre, donc là, on n'est pas exhaustif sur les 6 dimensions. Hein. Il n'y a pas de mise en débat de l'ensemble des 6 dimensions, puisqu'on va rester sur ce qui nous est présenté. Mais ma foi, bon, on est un peu dans le même principe que le jeu de cartes. Hein. Il y a des dimensions qui vont peut-être pas forcément être cohérentes et qui ne vont pas forcément intéresser. Donc, du coup, on va les évincer. Et ça nécessite aussi une animation par un animateur à minima sensibilisé à la QVT. Voilà. J'espère que ça va toujours. Je n'ai pas beaucoup de retours, mais j'espère que ça va toujours pour vous. Alors, la phase d'expérimentation. Alors, l'expérimentation peut se déployer, bien sûr, une fois qu'on a bien diagnostiqué. Merci pour vos retours. Une fois qu'on a correctement diagnostiqué, enfin, qu'on a réalisé le diagnostic, on peut effectivement réaliser des expérimentations sur les difficultés et les axes d'amélioration de l'organisation qui ont été identifiés dans le cadre de ce diagnostic.
Mais on peut aussi, et c'est ce que l'ANACT préconise aussi, décider de profiter d'un projet en cours ou qui va débuter, hein, un projet de conception d'une nouvelle ligne ou de création d'un nouveau secteur ou de modification de quelque chose dans l'entreprise, pour se dire, bah, tiens, on va tenter d'expérimenter une nouvelle organisation, même si là, enfin, voilà, il n'y a pas de problématique identifiée, mais on va expérimenter quelque chose et on va rentrer dans cette démarche de QVT par cette voie de ce projet en cours. C'est une petite subtilité aussi de la démarche QVT. On peut la faire de manière un peu curative, mais de manière préventive et proactive en projetant justement cette démarche-là sur des projets de conception. Et donc, les principes de l'expérimentation de la démarche QVT sont basés sur ce qu'on va appeler l'évaluation embarquée. Alors, ces principes, donc il y a 4 principes, hein. Il y a un travail qu'on appelle en mode pilote, c'est-à-dire qu'on va tester à petite échelle, donc sur un chantier pilote, un service, une unité, un site, pas sur l'ensemble de l'entreprise tout de suite, un nouveau fonctionnement sur une période de temps définie avec un caractère surtout de réversibilité partielle ou complète, hein, de ce qui va être expérimenté, bien dire en amont aux participants, on va tester quelque chose, on pourra tout à fait rétro-pédaler, revenir en amont. Enfin, voilà, il ne faut pas faire peur tout de suite. On ne va pas dire, allez, on expérimente et puis on va verrouiller les choses. Si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière, quoi. Une réflexion au plus près du travail. Donc, le nouveau fonctionnement expérimenté va modifier inévitablement le travail quotidien des salariés concernés, qui sont justement les mieux placés pour expliquer les améliorations apportées de cette expérimentation, de ces modifications, comme les contraintes nouvellement induites par le projet ou par l'action expérimentée. Effectivement, on va être toujours au plus près de l'activité réelle et on va recueillir le point de vue des salariés impactés directement. Une mobilisation des acteurs concernés, de tous les acteurs concernés de manière large. Alors, on l'a dit, hein, comme on est au plus près du travail, on va mobiliser inévitablement les opérateurs, les salariés concernés par ces modifications, leurs managers, les concepteurs de la situation de travail, les experts internes qui vont être organisés en groupes de travail. Ensuite, les résultats vont être partagés avec les représentants du personnel, la direction des ressources humaines, les lignes managériales concernées, les chefs de projet, les concepteurs, ceux qui conçoivent les dispositifs gestionnaires et techniques expérimentés. On va vraiment ratisser large et informer tout le monde. Et un des éléments phares justement de cette méthodologie d'évaluation embarquée, c'est l'évaluation au fil de l'eau de ce qui est expérimenté, ce qu'on peut appeler une évaluation essai-erreur-ajustement sur toute la durée d'expérimentation. Voilà, on va réajuster, on ne va pas attendre 3-4 semaines, 3 mois pour faire ces changements. Voilà, il y a des difficultés identifiées, on va faire l'ajustement et puis on va poursuivre l'expérimentation. Alors, un petit outil qui vous est proposé donc via le lien suivant, hein, pour formaliser toutes vos séries d'expérimentations. À chaque fois que vous aurez décidé d'expérimenter quelque chose, voilà une sorte de trame, hein, qui vous permettra de formaliser les choses. Alors, je vous laisse en prendre connaissance, hein, mais voilà, ça peut vous aider dans votre logique d'expérimentation. Et puis alors bien sûr, voilà les étapes d'une expérimentation basée sur la méthodologie d'évaluation embarquée. On va commencer par définir le périmètre. Donc là, c'est le comité QVT qui va définir les unités de travail concernées par l'expérimentation, qui va définir un planning, des livrables. Deuxième étape, ça va être l'analyse du nouveau fonctionnement. Donc là, ce sera les groupes de travail qui auront été créés par le comité QVT, qui vont caractériser les activités à évaluer, recueillir les informations sur les évolutions de la situation de travail et leur impact. Troisième étape, ça va être l'évaluation des résultats. Donc, les membres du groupe de travail vont analyser les effets, l'atteinte des objectifs et puis proposer des ajustements, des améliorations pour voilà, s'il y a des problématiques constatées.
et la phase d'ajustement, le groupe de travail et le comité QVT. Donc, le groupe de travail va partager les recommandations d'amélioration. Donc, le comité QVT va arbitrer sur la mise en œuvre ou non de ces ajustements. Le groupe de travail va mettre en œuvre ces ajustements et on va suivre les modifications qu'elles induisent. Et puis, hop, voilà, on va reboucler là-dessus. Alors, pérenniser la démarche, toujours dans la notion d'amélioration continue. L'idée, c'est voilà, c'est pas s'en arrêter là, c'est de se dire, bon, bah voilà, on a fait un super diagnostic, on a expérimenté tout un tas de choses, et puis bah voilà, voilà les 2 ans d'accord de méthode se terminent et on s'arrête là. L'idée, c'est de pérenniser la démarche QVT. Et ben, ça passe par une réévaluation régulière de la situation. Donc, ça peut être, si vous le souhaitez, réinjecter à chaque fois cette phase de diagnostic avec l'outil que vous avez utilisé dès le départ. Ou ça peut être chaque année réaliser ce qu'on appelle un baromètre QVT. Donc là, l'ARAC de France vous propose une sorte de trame de baromètre QVT. Donc une fois que vous avez mis en place cette démarche de QVT, vous pouvez re-questionner à chaque fois les différentes dimensions via un petit questionnaire en ligne ou questionnaire papier qui permettra de sonder, de savoir s'il y a de nouvelles expérimentations à prévoir ou alors s'il y a des choses qui ont évolué ou si tout va bien. Et puis dans ce cas-là, si tout va bien, on ressonde l'année d'après et on voit s'il y a des modifications, des expérimentations à prévoir. J'en ai terminé là pour ma petite présentation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop théorique. J'ai essayé de vous apporter des outils assez pragmatiques. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous transmettra, je pense que Julie vous le dira, on vous transmettra le diapo et vous aurez tous les liens pour retrouver les outils dont je vous ai parlé. Et même si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, on est joignable et on peut vous aider dans la mise en place de vos démarches QVT.